Bonjour, nous nous revoyons donc et nous approchons tout doucement de la cérémonie de clôture, mais il y a encore beaucoup de choses à dire et à travailler. Pendant que vous entrez dans la salle, les derniers, j'ai 2 ou 3 détails à vous commenter à propos de ce congrès. Un congrès qui représente beaucoup d'efforts, de travail. Et je vous ai parlé de ces petites broches que vous portez, beaucoup d'entre vous déjà, et dont je vous ai parlé avant. Elles sont fabriquées par de jeunes entrepreneurs avec un matériel recyclé de skates. Et je pense que c'est donc très joli et que ça vaut la peine de le porter. Ces cartables que vous avez reçus sont également faits avec des banderoles de la ville par un groupe travaillant pour la réinsertion. Également, les pâtisseries qui ont été servies pendant les pauses café sont également l'objet d'une entreprise de réinsertion. Vous verrez que vous pourrez laisser vos badges dans un endroit à la sortie. Ils seront recyclés. Donc, il y a beaucoup de choses qui se font dans cette philosophie de la ville éducatrice. Je voudrais vous rappeler et vous dire que ces personnes qui nous aident sont des personnes d'inclusion sociale. Je crois que c'est un travail très bien fait. Et nous en sommes très fiers, nous qui travaillons et coopérons à l'organisation de ce congrès. Ceci dit, je voudrais vous présenter le dialogue sur participation et inclusion modéré par Dr. Ángel Castiñeda, co-directeur du comité scientifique et directeur de la chaire Leadership et Gouvernance démocratique de l'école ESADE Business School. Nous voulons aussi nous rappeler de Madame Cristina Armendano et nous demanderons à Monsieur Miquel Martinez de prononcer quelques mots en souvenir d'elle. Bonjour. Au nom du comité scientifique et du comité organisateur du congrès, nous avons en effet pensé que avant cette table ronde que Christina devait en fait modérer, qu'il serait bon de nous souvenir d'elle. Christina était une personne formidable, mais très normale. Et hier, nous avons vraiment ressenti son absence, particulièrement pendant le spectacle de danse et d'expression. C'était une personne très joyeuse aussi, très positive, et pleine d'utopie au sens le plus fort de ce mot. C'est quelqu'un qui n'avait pas non plus eu la vie facile. Elle avait souffert, comme beaucoup de personnes en Argentine. Elle avait vécu ce que son compagnon avait souffert et qui avait disparu. Elle a beaucoup travaillé pour l'inclusion, pour l'éducation, avec réalisme et optimisme à la fois. Elle a écrit des textes très importants. En effet, elle a eu un rôle important au sein du ministère de l'Éducation en Argentine, avec d'autres personnes encore, et aussi dans l'Organisation des États américains. C'est donc une auteure typique de textes importants dans cette partie du monde et comme francophone également. Ces textes sont l'objet d'auteurs très puissants comme Christina et très complets dans leurs analyses. La dernière fois que nous nous sommes vus, lors de la dernière réunion du comité scientifique et dans la préparation de cette table ronde, nous avons eu des échanges habituels comme nous le faisons par Skype. Et nous avons commenté les questions qu'elle avait proposées pour poser à cette table. Nous avions conclu de nous voir à Buenos Aires. Nous nous verrons là, disait-elle, et ce ne fut plus possible. Elle a déjà été hospitalisée à ce moment-là et elle est partie. Christina a donc été une personne très joyeuse et nous nous souviendrons d'elle comme cela, une personne très vitale.
Elle a commencé un jour à danser le tango. J'avais jamais vu quelqu'un danser tango comme elle. Elle avait un excellent contact avec les gens. Elle échangeait des opinions. Elle ne discutait pas, mais elle parlait de tout. Elle échangeait des idées sur tout. Elle cherchait les points forts, les points faibles de tout argument et elle collaborait avant tout. Donc, nous nous souvenons d'elle et nous allons synthétiser tout cela avec quelques images qui rappellent son intervention lors du BORC au printemps, lorsque nous avons présenté ce futur congrès d'aujourd'hui. Écoutons donc Cristina. Donde evidentemente la escuela sola no está. Otra es una respuesta educativa que permita. C'est une autre expérience éducative qui, au lieu de forcer les choses, essaye d'incorporer ces rythmes scolaires qui ne sont pas les rythmes classiques, c'est-à-dire de nouvelles formes d'apprendre, d'enseigner, de nouvelles façons d'être professeur, d'être enseignant sans être un assistant social. Donc, d'enseigner différemment. Parce que ce que l'école ne peut pas perdre, c'est la mission de l'enseignant. Et ces formes alternatives prouvent que peut-être pour qu'une ville puisse conserver ce grand rôle des éducateurs, elle va devoir créer des politiques éducatrices ou d'éducation émanant d'un nouveau dialogue, d'une nouvelle synthèse entre ce qu'est la structure formelle du système et la réalité qui vit dans la communauté. Et c'est ce que nous voyons qui se passe. Il y a un certain niveau d'audace qui permet un débat permanent. Et l'un des grands risques qui existent aussi, c'est de transformer tout cela en un effort vers la segmentation sociale et éducative. Donc, une école seulement pour certains, pour des privilégiés. Et ceci se passe toujours lorsqu'on parle des thèmes et entrer à la différence. Nous tous qui travaillons en éducation depuis longtemps, nous voyons toujours ce fantôme, cette ombre du déficit. Elle est toujours là. Et ceux qui ont travaillé aux personnes ayant des besoins spéciaux le savent mieux que personne. Les choses ne sont pas faciles, c'est un risque qui est toujours là, qui est important. Et donc, c'était intéressant de parler de cela ici. Merci beaucoup, Cristina. Amb tota la seva energia. Dans toute son énergie, nous prenons donc ce dialogue sur la participation et l'inclusion modéré par le docteur Castiñeira. Bonjour, rebonjour à tout le monde. Nous en arrivons au dernier moment de ce congrès. C'est la dernière des séances plénières et nous passerons tout de suite après à la clôture officielle. Donc, nous commençons avec un certain retard, étant donné que les Speakers Corner et les ateliers se sont terminés avec un peu de retard. Et nous espérons que nous pourrons réduire notre conversation ici. Rappelez-vous que nous avons discuté, nous avons réfléchi au thème de l'inclusion pendant ces journées, ainsi que sur la relation qui existe entre l'inclusion, la créativité, l'innovation. Essayons maintenant de voir ce qu'est l'intersection, la relation entre ces thèmes d'inclusion et ces thèmes de participation. Hier, dans une des séances plénières, notre collègue, professeur Juan Manuel Del Pozo, a fait référence précisément
à l'école de démocratie d'Athènes et d'autres polices de l'ancienne Grèce, la Grèce antique, où précisément on a promu des manières de concevoir la ville dans la vertu. Mais comme il l'a rappelé, à Athènes précisément ne pouvaient participer de la police que les hommes, et les hommes libres en outre. Ni les femmes, ni bien entendu les esclaves ne pouvaient le faire. Alors, nous référer aujourd'hui à l'inclusion et à la participation va signifier donc, dans une première partie de notre dialogue, de réfléchir aux thèmes qui ont à voir avec la participation, donc la notion de participation et ses conséquences aussi dans la ville. Souvent, avec Madame le professeur Joulong, Anna Joulong, nous relions les exclus avec ceux qui n'ont pas de voix, les sans-voix. Il est difficile, si on n'a pas de voix, de participer. Tout comme dans les environnements urbains, nous développons précisément des liens permettant de relier participation et qui débouchent sur des formes d'inclusion. Ça va être un thème de notre débat. Et dans un contexte encore plus local, plus catalan, si vous voulez, et très actuel, en fait, une partie de la population catalane est en train d'exiger des formes de participation démocratique pour comprendre ou pour savoir ce qu'est sa volonté de contribuer ou d'agir à l'avenir. Lorsque ces façons collectives de participation démocratique sont rendues difficiles ou considérées même comme illégales, une partie des citoyens réfléchit à la question de savoir qui sont les exclus et comment il faut entendre précisément cette façon de participer. Donc, le thème est très vaste et nous allons le situer aujourd'hui dans l'environnement de la ville. Comme nous l'avons fait, je commencerai par vous présenter les participants à ce dialogue. Je voudrais rappeler, tout comme nous avons rappelé le souvenir de Christina, il y a une autre collègue, Fabienne Brugère, qui devait être avec nous, mais malheureusement pour des raisons familiales importantes, elle n'a pas pu se joindre à nous. Et donc, nous pensons à elle. Je vous présente les trois autres personnes qui m'accompagnent. À l'extrême droite, nous avons Jacqueline Moyle, docteur en éducation par l'Université fédérale de Rio Grande do Sul à Porto Alegre. Et elle dirige le ministère elle fut directrice d'éducation de 2006 à 2013. Son domaine de travail et de recherche, c'est celui des politiques publiques et des pratiques pédagogiques, dialoguer et construire des formes d'intervention dans les domaines de base de l'alphabétisation, l'éducation des jeunes et des adultes, l'échec scolaire, les pédagogies urbaines et les relations entre l'école et la ville, et l'éducation intégrale. Elle a coordonné au ministère de l'Éducation la mise en œuvre du programme d'éducation des jeunes et des adultes dans l'éducation professionnelle entre 2006 et 2007, ainsi que le programme My Educação de 2008 à 2013 comme stratégie pour mettre en œuvre la politique d'éducation de base à temps complet au Brésil. Jacqueline a récemment gagné 2 prix très connus, très reconnus dans son pays, le prix Coralina de 2013 et l'Adicio Teixeira pour sa contribution à l'éducation en tant qu'inclusion sociale. À ma droite plus proche, nous avons Madame le docteur Anna Joulong, docteur en sciences de l'éducation par l'Université de Paris 8 et pendant de nombreuses années, chef de recherche de la Fondation Jaume Bofill de 2008 à 2014. Actuellement, Anna Joulong est professeure associée de l'Université Ramon Llull et auparavant, elle avait travaillé comme responsable du service d'études et d'information de Caritas diocésaine à Barcelone
Entre 2000 et 2008, elle y a dirigé les rapports annuels sur la pauvreté qui règne à Barcelone. Elle connaît donc au premier plan les thèmes reliés à l'inclusion ou l'exclusion. Finalement, pour remplacer Madame Brugère, nous avons abusé de la confiance d'un membre vétéran du comité scientifique dans ce congrès, Juan Manuel del Pozo, qui a été présenté hier, et je ne ferai que raconter que, outre sa participation au comité scientifique, il est conseiller, ex-conseiller, c'est-à-dire ministre catalan pour l'éducation. Et actuellement, il est professeur de philosophie à l'université de Girona. Nous avons donc pensé, par une espèce de dialogue, en imaginant 3 questions de base que nous développerons pendant ce dialogue. En commençant par Anna Joulong, la première question est celle-ci. Il s'agira de voir ce que sont les relations entre inclusion et participation jusqu'à la fin du débat où nous verrons des propositions bien concrètes. Première question pour vous 3, c'est celle-ci. Dans nos villes, est-ce qu'il y a compatibilité et complémentarité les processus de participation des citoyens ou inclusion, ou bien est-ce que cela correspond à des logiques politiques différentes? Salvador Cardús, hier, rappelons-nous, a posé la question au maire de Barcelone quant à savoir s'il y avait une vision transversale ou interdépartement dans la manière d'aborder les problèmes de la ville. Parfois, il nous semble que les personnes qui s'occupent des thèmes d'inclusion, ce sont des personnes et que celles qui s'occupent de la participation en sont d'autres. Et que ce sont donc des domaines complètement différents, des thèmes différents. Est-ce qu'il y a une logique, quelque chose de public différent, ou bien est-ce qu'il y a une intersection entre ces 2 domaines? Quel est votre diagnostic? Quel bilan critique feriez-vous des villes que vous connaissez au premier plan? Merci. Merci, Angels. Les bons pédagogues, il y en a beaucoup dans la salle, savent que nous apprenons en nous posant des questions. Et c'est ce qui s'est passé pendant plusieurs des tables rondes de ce congrès. Je ne peux m'empêcher d'en faire une en réponse à votre question. Qu'est-ce qu'on entend vraiment par l'inclusion? Quelle est cette logique de l'inclusion? Parce que l'inclusion, cela nous renvoie automatiquement à l'exclusion. Réalité très vivante dans nos villes. Et cela correspond à un mouvement qui expulse, comme une centrifugeuse, qui expulse vers l'extérieur. C'est d'ailleurs le thème du dernier livre de Saskia Sassen. Et c'est cette image aussi que les Catalans nous rappelleront du marathon de la lutte contre la pauvreté de la télévision catalane. Donc, on tourne en rond et il y en a toujours un qui reste exclu, comme dans un jeu des chaises musicales. Qui sera la personne suivante qui se retrouvera à l'extérieur, sans endroit, sans abri? Et finalement, tout cela se réduit à une seule personne. Et ce cercle est de plus en plus réduit. On ne voit plus que le luxe de la ville, sa richesse, dans ce cercle qui se rétrécit de plus en plus, et ceux de l'extérieur qui essayent sans succès d'y rentrer. Il y a aussi un élément de concurrence entre l'un et l'autre. Cette concurrence dans laquelle on pense « je ne veux pas, moi, rester à l'extérieur ». Et ce serait là donc l'image de la réalité de l'exclusion. Alors, qu'est-ce que ces exclus ont en commun? C'est une catégorie sociologique qui aide fort peu à l'analyse, car il n'y a aucune homogénéité là-dedans. Les expulsions, les exclusions sont plurielles, en effet. Lorsqu'on se demande, on pose aux questions à ces personnes exclues ce qu'elles en pensent, elles répondent toujours par quelque chose qui est un sentiment subjectif.
On t'a expulsé, on a été expulsé. On n'a pas été tenu en compte pour rien. C'est un sentiment qu'on n'est pas utile, qu'on n'est pas reconnu. Et en même temps, il y a un désir profond, énorme. Je me souviens de visites où j'ai vu cela. Donc, un besoin d'être utile, de compter aussi pour quelqu'un. On le voit au sein de nos fondations, dans notre ville, au sein du bénévolat. Avoir un numéro de téléphone, compter pour quelqu'un. Donc, on veut participer, faire partie, d'être présent. Voilà, ça c'est la logique de l'inclusion et de l'exclusion. Comment pouvons-nous combattre l'exclusion? Dans le langage, on en a parlé d'ailleurs dans l'une des tables rondes, nous porte à quelque chose d'imaginatif, d'imaginaire plutôt. On imagine la force qu'il faut faire de l'intérieur pour arrêter cette espèce de centrifugeuse. C'est une force impossible à avoir, très difficile, un effort où les politiques sociales et politiques d'inclusion n'arrivent pas à réparer ce que crée une autre politique telle que la politique économique. Donc, ce que je propose, c'est un changement de manière de regarder, de regard. Nous le proposons d'ailleurs tous dans ce congrès et nous le revendiquons. En effet, la ville éducatrice, la ville incluante, pas celle-là seulement qui réalise des politiques d'inclusion. C'est pas seulement la ville qui a des programmes d'inclusion. Le message essentiel de la cité éducatrice, c'est que c'est la ville elle-même qui doit inclure. Et c'est ça le message. Il faut créer la ville. Et je reprends cela de nombreuses interventions pendant ce congrès. Cela signifie que à tout cela participe non seulement le gouvernement, les institutions, le monde de l'entreprise, tous les acteurs, on l'a dit et redit. Il y a une co-responsabilité qui revient à tout un chacun, mais en outre, il faut penser à encore autre chose que les politiques. Il y a les politiques d'habitat, de santé, de la famille, d'urbanisme, de culture. On l'a vu dans plusieurs des expériences qui ont été présentées. Hier, une maire a répondu à cela lors de la conférence des maires de ville. Ce qui me préoccupe, ce sont les pauvres, a-t-elle dit. Et dans la salle, on l'a fortement applaudi. Parce qu'il faut applaudir le fait qu'il faille secourir les personnes qui se trouvent dans des situations extrêmes. Parce que tout d'abord, c'est la dignité de la personne et la dignité humaine qui doivent être considérées. Le premier grand défi, c'est la création de ces poches de pauvreté. Donc, quand on construit la citoyenneté, la dignité de la personne, les droits de base, c'est la première étape. C'est fondamental pour les citoyens, mais ça ne suffit pas. Il faut en outre un second axe pour la citoyenneté, celui de la participation dans ce qui est public. Sans une voie de dignité, il n'y a pas de participation possible dans l'espace public, dans la vie en commun. Et sans cette participation, il n'y a pas non plus d'élément de base. Un élément de base, et c'est le troisième axe, le sentiment d'appartenance. Car si je participe à ce qui est public, qui appartient à tous, à ce qui est commun, on ne crée pas d'espace commun et on n'a pas de sentiment d'appartenance, de citoyenneté. L'exclusion, la pauvreté, ça n'a rien de fatal, d'inévitable. Et on l'a vu pendant les dialogues. Et je finirai en soulignant l'une des choses que nous avons pu ressentir ce matin. Il n'y a aucune logique de l'urgence. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Michael Martínez l'a dit ce matin. C'est une logique à long terme. C'est un processus long. Quelque chose que l'on construit petit à petit, chaque jour, dans la vie quotidienne.
En outre, les bénéficiaires cesseront de l'être au sens de sujets passifs. Ils deviennent des acteurs actifs, sociaux, les acteurs de leur propre vie, de leur propre destin. Ils sont à même de décider quant à ce qui importe dans leur vie, qui les affecte. Il y a l'administration et l'initiative privée, l'initiative sociale. Et donc, il faut voir que le débat ne doit pas faire peur. L'implication font récupérer le sens le plus noble de la vie politique, de la civis, c'est-à-dire la ville éducatrice. Merci. Moi, je suis désolé de devoir intervenir à la place de Madame Bugel. Franchement, elle aurait peut-être apporté quelque chose de nouveau, ce que je ne ferai peut-être pas. Et de cette façon, en fait, je vais être je suis un contre-exemple de ce qu'est la participation démocratique. J'abuse de ma participation dans cette assemblée en remplaçant quelqu'un qui aurait dû être là. Bon. Mais ce n'est pas une question rhétorique. Je suis certain de ce que je dis, convaincu de ce que je dis. Et donc, ceci me fait poser une première question, me poser la question suivante. Je n'ai su de ce remplacement que je n'ai appris qu'il y a quelques jours. Et bon, disons qu'il me semble que cette logique est très différente dans l'administration politique et sociale. Celle-ci est celle de l'inclusion. Sur le papier, beaucoup de discours, de programmes électoraux, toutes sortes de documents, de théories élaborées tendent à justifier une fusion des concepts de participation et d'inclusion. En d'autres mots, on considère qu'ils devraient faire partie de la même logique. C'est-à-dire que dans des processus d'inclusion, il y aurait une véritable participation. Mais, en vérité, la distance entre le papier et le concret est grande. Et donc, ceux qui participent, ce sont ceux qui sont déjà là, ceux qui font partie d'une société qui a les moyens de donner une vie décente et une vie sociale et culturelle. Et en réalité, face à cela, il y a toute une partie de la société, selon nous disent les études, qui ne sont pas capables de faire partie de cet ensemble. Comme disait Madame Joulang à l'instant, sur l'importance du langage, moi je dirais que le mot participation est déjà un problème. Ça vient du latin, partem capere, qui veut dire faire partie de. Mais l'une chose, c'est de faire partie, l'autre chose, c'est de participer. Et donc, moi, je propose de remplacer le mot participation par le mot... Excusez-moi, mais c'est pas vraiment... c'est un néologisme. Mais je dirais partessence. La partessence serait l'état d'être partie de. Faire partie de. Et nous devrions effectivement tous être partis, faire partie au même niveau d'égalité. C'est ça le problème, c'est que les logiques de participation sont des logiques de processus, alors que devraient être des logiques de nature. Bon, il ne s'agit pas seulement de créer des processus participatifs, mais créer des conditions d'être participants. Et donc, nous qui sommes installés participent et les exclus, en raison de leurs conditions d'exclus, se trouvent très loin de leur possible participation, même si des fois ils peuvent répondre à une enquête ou
participer à une réunion qui rendra cette réunion soi-disant participative. C'est ça qui est triste. Et je rajouterai quelque chose à la fin, c'est que l'un des facteurs d'exclusion pour cette population qui a un manque de moyens matériels, c'est le manque d'information. Nous avons une société dont l'information est élevée du point de vue qualitatif, mais insuffisante du point de vue quantitatif. Moi, j'ai été très étonné par une enquête qui a été faite récemment en Espagne, et on posait la question aux gens de dire pourquoi vous ne participez pas au processus politique. Et la personne disait parce que je ne m'en sens pas capable. Et donc, bien entendu, quand ils sont au stade du réal ou quand ils sont dans d'autres circonstances, ils peuvent parler, mais dans l'intimité de leur foyer, ils disent qu'ils ne sont pas capables parce qu'ils ne sont pas assez informés. Et donc, la logique de la participation et celle de l'inclusion sont tellement différentes que les exclus sont exclus de la participation. Par ailleurs, il y a des exclus qui ne savent pas qu'ils le sont par manque d'information. Et je pense qu'une société éducatrice devrait avant tout assurer un maximum d'informations de qualité, de façon à pouvoir s'approcher autant que possible de la connaissance pour ne pas en rester à l'information qui n'est que de la propagande. Merci, Don Manuel. Et je relis ceci à Jacqueline avec une nuance peut-être. Ce que nous avons appelé le premier monde, est-ce qu'on peut y relier l'inclusion à un groupe très réduit? Lorsque vous avez parlé d'expériences récentes à Porto Alegre, je crois que le Brésil a réussi à inclure dernièrement des millions de personnes. En fait, à propos de cette même question, je voudrais que vous y répondiez, à savoir, dans un pays comme le Brésil où l'inclusion n'a pas affecté seulement des minorités mais des majorités, comment voyez-vous les choses? Bon, j'aimerais commencer par dire le bonjour à tous. Dire mon plaisir d'être ici, la joie de voir Pilar Figueras ici. Ce thème est toujours à contre-courant parce que nous sommes dans un monde de consommation, un monde où le langage économique est prépondérant, où des quantités de gens pendant toute leur vie n'auront jamais la possibilité de consommer comme les autres. Et donc, je vous remercie de ce magnifique congrès qui est plus qu'un congrès, c'est un mouvement qui produit d'autres formes de participation, d'ailleurs, entre ces congrès. Et avant de répondre à la question, je salue tous les Brésiliens présents et tous ceux qui parlent le portugais, parce que, enfin, lorsque nous avons décidé de former ce groupe, on m'a demandé de parler portugais, donc je revendique la langue portugaise comme une langue qui devrait être la langue officielle des rencontres internationales de l'AIVE. Parce qu'en vérité, le langage, c'est fondamental dans la question de la participation et de l'inclusion. Si je ne comprends pas l'autre, je suis exclu, et donc on en apprend beaucoup avec cette question de la langue. Alors, c'est évident qu'il faut, après le cours de Anna et les exemples de M. Del Pozo, il faut que je donne l'exemple du Brésil. Notre société, ces 10 dernières années, l'image du président Lula est connue dans le monde entier. Nous avons vaincu, ou nous essayons de vaincre une situation extrême, historique, de beaucoup d'inégalités. Je dis
que nous sommes en train de vaincre parce que je suis optimiste. Il reste beaucoup de choses à faire. Mais il faut créer des processus d'inclusion, habitation, éducation, etc., même dans des régimes dictatoriaux, sans participation. C'est-à-dire que les gens peuvent être consommateurs et avoir l'accès au travail et à d'autres choses sans participer. C'est ça la différence, à mon avis, par rapport à la ville éducatrice. Il faut, si on veut le faire dans la sphère publique, ça implique une participation. Et donc le pouvoir public a le pouvoir, et c'est une redondance, de créer des processus participatifs. Cette donnée qui est connue partout, que les enquêtes au Brésil ont confirmé, qu'en 10-12 ans, nous avons inclus 46 millions de personnes dans la société formelle brésilienne. Dans un monde en crise. L'Espagne, par exemple, la vit de façon très forte, cette crise. Nous vivons le contraire. Une société de plein emploi. Une société d'augmentation de la capacité de consommation des gens. Et donc, notre défi, c'est effectivement c'est un défi qui est celui de tous, qui se pose à tout le monde, l'Espagne pour tous, qui est le défi de création, d'inclusion sociale, d'engendrer de l'inclusion sociale avec participation. On ne peut pas être ville éducatrice sans approfondir la démocratie et la construction de la citoyenneté. Tous nos pays ont traversé le XXe siècle avec des processus sérieux, graves de dictature. Nous savons ce que ça signifie de vivre dans des régimes d'exception. Et donc, actuellement, au Brésil, il y a vraiment un grave dilemme. Nous ne pouvons pas nous limiter à une société de consommateurs. Nous devons être une société qui approfondit la citoyenneté. La conversation avec Christine, que je remercie, je salue l'hommage qui lui a été fait. Voilà. Elle partait dans un autre sens. Mais moi, j'aimerais revenir à cette conversation. Il n'y a aucun doute qu'il faut des processus de participation, donc l'inclusion à partir des politiques publiques. Le tertiaire est fondamental, important, pour qualifier ces processus de participation. Et le rôle de l'État et des politiques publiques est évident. Les ressources publiques doivent être là pour qualifier pour la vie en société. Et moi, j'aimerais rappeler ce point de vue très particulier de Hannah Arendt qui... Moi, j'ai pris quelques phrases et ce tableau de Picasso qui s'appelle Le Sauvetage. Pour lui, ça avait peut-être un autre sens, mais nous pouvons peut-être penser aux choses de cette façon. Comment est-ce que les vieilles générations de la ville, comment est-ce que la ville, Paolo Gentili en parlait le premier jour, peut être un espace d'accueil et un espace qui engendre une possibilité de réinventer le monde dans lequel nous nous trouvons. Et la phrase est donc l'éducation est le point où nous décidons si nous aimons suffisamment le monde pour assumer notre responsabilité sur lui et ainsi le sauver de la ruine inévitable s'il n'y avait pas une rénovation des jeunes et des nouveaux. Si nous aimons nos enfants suffisamment pour ne pas les expulser de notre monde et les abandonner à elles-mêmes, et également arracher de ses propres mains l'occasion de faire quelque chose de nouveau et imprévu pour nous préparer et au lieu de cela, à l'avance, à la fonction de renouveler notre monde commun. Paulo Freire le disait également, il faut trouver d'autres moyens et ces 10 dernières années, le Brésil a eu des politiques publiques très volontaristes.
mais en même temps, les exclus se sont organisés, le mouvement des sans-terre, le mouvement des mouvements urbains qui défendent par exemple l'urbanisme, la beauté des villes. Il y a mon ami, grand architecte urbaniste catalan, qui travaille habituellement sur un thème que le Brésil a commencé à défendre et sur lequel il a commencé à réfléchir, qui est de la beauté de la ville, être plus exigeant pour vivre dans ce monde commun. Accueillir les enfants, les jeunes, permet d'autres chemins dans la vie en société et dans la vie quotidienne à l'école. C'est une condition nécessaire pour une société qui gère des citoyens. Il nous reste environ 30 minutes. Il y a encore 2 questions à couvrir. Et donc, pour la seconde question, je vais vous demander d'être un peu plus concis pour pouvoir avoir peut-être un débat par la suite. Anna, vous avez fait référence à Jacqueline. Vous avez rappelé le passage de la dictature vers la démocratie qui a permis à des pays comme le Brésil de développer des normes politiques inclusives. Il y a un autre défi, une autre question à poser. De la dictature à la démocratie, il y a certes un autre passage encore de la dictature à la justice sociale, de la dictature au bien-être social. C'est donc un autre niveau de développement des citoyens. Alors la question serait celle-ci. Quelle est la relation entre la démocratie et la justice sociale? Ou en d'autres termes, là où il y a un État, un bien-être social, la participation est-elle vue comme un luxe réservé aux personnes les plus privilégiées? Et voit-on les choses d'un point de vue paternaliste quand on s'occupe de ceux qui ne peuvent pas profiter de ce bien-être social, de cette société du bien-être social? Faut-il développer une démocratie qui appelle de ses voeux la justice sociale? Est-ce que cela veut dire des formes d'inclusion, de participation, ou plutôt des formes plus paternalistes ou une façon luxueuse de comprendre le terme de participation maintenant que certains avons des ressources nous permettant de participer? Comment voyez-vous cela? Je continue à parler des questions. Il s'agit d'une question posée par une femme, une philosophe, qui se demande pourquoi l'amour est important pour la justice. Elle s'appelle Martha. Mais je continue. Donc, pourquoi l'amour est-il important pour la justice? Jacqueline nous a dit les choses en utilisant ce qu'a dit Hannah Arendt. Si nous aimons nos enfants, aimons-nous nos enfants ou allons-nous les abandonner à leur propre sort? Donc, l'égalité, c'est la base même de la démocratie. Dans une société démocratique, par conséquent, le principe de justice et d'égalité entre les citoyens, personne ne le mettrait en doute, ne le contesterait. Ce principe abstrait de justice, on serait tous d'accord dessus. Mais que se passe-t-il lorsque ce principe actif nous fait passer à une philosophie vivante, sociale? Pour que les choses soient vivantes, comme nous sommes en train de le concevoir ce matin. Les inégalités donc se reproduisent lorsque, malgré les progrès réalisés et la baisse importante de la pauvreté, les inégalités, cependant, sont toujours là. Et elles continuent d'être très importantes. Donc, que se passe-t-il, en fait?
qu'est-ce qui nous arrive? C'est la question que je me pose, et comme d'autres penseurs, d'autres philosophes. En fait, on constate que cela ne suffit pas dans une société démocratique de nous sentir égaux. Ça ne suffit pas pour que l'égalité soit vraiment celle que nous désirons entre nous. Il y a des inégalités qui me favorisent, on en profite et c'est très bien comme ça. On peut certes occuper les mêmes espaces, on peut avoir accès aux mêmes écoles, être ensemble, mais ce n'est pas véritablement une réalité. Il faut que je me sente non seulement égale aux autres, il faut que je sois vraiment semblable. Et cela, c'est quelque chose où la ville peut apporter beaucoup. Ce qui arrive à l'autre, qui est près de moi, doit m'affecter personnellement, me fasse m'émouvoir, me sentir comme faisant partie de ce qui arrive à l'autre. Que la personne me reconnaisse et que je la reconnaisse. Il faut donc demander que les politiques se fassent davantage encore dans un principe de proximité. Il est donc possible de récupérer la fragilité mutuelle, la vulnérabilité mutuelle. Il doit être possible de construire quelque chose qui est commun à tout le monde et de lutter contre ces formes-là d'inégalité qui augmentent et qui en fait me favorisent avant de favoriser les autres. La base de la démocratie, ce serait donc là la confiance. Créer des façons de pouvoir avoir confiance et que se fassent jour ces sentiments. Un jour, dans les couloirs, quand je réfléchissais à ce que je voulais dire ici, j'ai entendu quelqu'un faire des commentaires sur tout ce que nous avons vu, les jeunes qui ont dansé le premier jour, les joueurs de guitare et de harpe. La ville est un espace qui doit émouvoir. Il faut provoquer ces sentiments parce que l'exclusion déplace les marges de ce qui affecte vraiment le cœur de la ville. Nous avons besoin d'une société qui ait un cœur et que la ville soit une ville d'intégration. Juan Manuel, dans ce qu'a cité Martha de Anna Nussbaum, on a parlé de l'éthique du soin. Il y a la compassion là-dedans. Et il semblerait, et c'est un grand apport qui est fait à partir d'une philosophie qui sort essentiellement des femmes, de personnes qui ont développé une tâche de réflexion au travers de l'éthique même de l'émotion. Alors, à partir de votre propre perspective, Dob, comment voyez-vous cela? Mais ils sont entièrement d'accord. Ils ont tout à fait raison. Dans la question initiale, le rapport entre démocratie et justice sociale, il y a toutes sortes de réflexions que nous pourrions faire ici. Je n'ai pas le temps de les faire, mais je peux les donner à grands traits. Dans le cadre néolibéral où nous sommes, l'idée de démocratie devient une coquille vide parce que cette démocratie est vue comme un simple système de non-intervention du pouvoir public dans la spontanéité sociale. C'est une grande hypocrisie, parce que démocratie sans justice sociale, ce n'est pas de la démocratie, pour une raison simple, parce que dans l'idée de démocratie, il y a bien entendu le démo et puis le kratia, qui veut dire pouvoir. Mais le démos, c'est quoi? Le démos, c'est le peuple, tous. Et ce peuple, dans son ensemble, selon les théories de la démocratie les plus anciennes, c'est un peuple qui ait vraiment la possibilité de participer. Alors, lorsque l'on dit qu'il n'y a pas de démos, sans isikoria, qui signifie l'égalité de parole dans l'agora, dans la cité,
Ça signifie que si le démos n'existe pas véritablement parce que certains n'ont pas de liberté de parole, parce qu'ils sont hors de l'espace de justice, il n'y a pas de démocratie. Démocratie sans justice sociale n'existe pas. Bien entendu, cette justice sociale ne doit pas être paternaliste pour une raison simple, c'est que toute forme de paternalisme, donc, traitement différencié à partir de ceux qui ont le pouvoir et les moyens par rapport à ceux qui n'ont rien, de façon à les laisser participer au reste du banquet, c'est un paternalisme. Tous savent que le paternalisme est une forme douce mais grave d'autoritarisme. Et donc, la justice sociale exclut cette possibilité de paternalisme. Et je conclurai en disant qu'il faut passer d'une phase de compréhension de cette participation il faut travailler pour cela, comme un droit individuel de chaque citoyen, mais comme une exigence intrinsèque du système. Si le système veut être démocratique, il ne peut pas ne pas être un système où tous ses membres participent. Si ce n'est pas le cas, il n'y a pas de démocratie. Merci, Juan Manuel. Et Jacqueline, à partir de Porto Alegre, qui depuis de longues années développe de bonnes expériences au plan local et mondial de participation, comment voyez-vous cela? Eu quero, enfim, voltar ao tema do Brasil e depois quero que de novo se coloquem aqui as... Je voudrais revenir au thème du Brésil et ensuite j'aimerais citer Boaventura Sousa Santos, un sociologue de l'université de Coimbra, qui nous aide beaucoup dans cette réflexion. Je reviens d'abord au Brésil, parce que quand en 2003, qui en grande partie a créé ce mouvement social qui a amené le Parti des travailleurs au pouvoir, le président Lula disait qu'il faut construire une société où non seulement le berceau, mais le nom détermine l'avenir des personnes. Il faut se séparer de cette société. Le Brésil a été un pays d'esclaves pendant des siècles et la composition symbolique de cette société en maître et esclave existe encore dans le cœur des gens. Donc on a parlé de compassion et d'émotion. J'aimerais montrer ici, pour produire une justice sociale, un espace démocratique où tout le peuple participe, il faut générer des processus éducatifs permanents afin que les gens aient conscience de leur même de leurs préjugés. Des sociétés où surgissent des sociétés, des situations extrêmes, comme parlait le maire de Rivas hier, les 43 étudiants, et qui montre que la vie pour certains, la vie des autres ne vaut pas grand-chose. Et il faut rendre chacun conscient de ce que nous avons tous une valeur, que la vie humaine a une dignité, indépendamment du berceau et du nom de famille. Et je rappelle un tableau de Portinari, un grand artiste brésilien. Ce sont des panneaux qui se trouvent à l'entrée de l'ONU à New York. Portinari n'est pas très connu, mais c'est parce que ici c'est un autre tableau de lui, l'arbre de la vie, qui parle un peu de justice sociale parce qu'il montre que tous sont d'un espace. Et la phrase de Boaventura Sousa Santos dit que
que nous avons le droit d'être égaux quand notre différence nous rend inférieurs. Il y a encore le rôle de l'État pour produire cette égalité. Et nous avons le droit d'être différents quand notre égalité nous retire notre caractère. Il faut une égalité qui reconnaisse les différences et d'une différence qui ne produise pas ou n'alimente pas les inégalités. Pour moi, ce sont les questions fondamentales pour pouvoir parler de ville éducatrice. J'y reviens parce que moi j'insiste sur cette idée. Nous avons besoin de retirer son caractère pathologique à la pauvreté. Les enfants, quand ils arrivent à l'école, ils sont déjà objets du plus grand préjugé possible. Et les professeurs les regardent et pensent, ils vont faire le même chemin que leurs parents, ils vont avoir le même avenir. Donc c'est le berceau et le nom qui a déjà déterminé leur avenir. Pour construire une société où démocratie et justice aillent ensemble, produisent une égalité sociale et une vie de dignité, implique que la pauvreté doit cesser d'être pathologique et on doit cesser de faire les mêmes distinctions habituelles dans la société. Parce que l'échec scolaire est l'un des cas les plus graves. Ces enfants qui quittent l'école vivent, comme disait Garcia Marquez, une chronique d'une mort annoncée. Donc il faut absolument progresser dans la société pour que les gens aient la conscience de ceci. Bon, 2 photos de Sebastião Salgado. Je vais au Forum Caixa, juste à côté, il y a une exposition de Sebastião Salgado qui montre les misères du monde, avec des modèles économiques qui sont oppressifs et qui ignorent de façon absolue les gens, leurs besoins, leurs différences et la démocratie. C'était aux Philippines et ça c'est en Chine. Des photos, qui connaît le travail de Sebastião Salgado les connaît. L'un des grands objectifs de la ville éducatrice est justement de créer cette conscience que nous sommes tous différents et tous égaux. Nous avons tous ce droit-là. Merci, Jacqueline. Après ces 2 premières questions, on pourrait peut-être voir ce que sont les relations entre participation et inclusion. Et avec une 3e question, on va se centrer sur les actions, peut-être. Nous avons formulé cette question comme suit. Nous pensons que les villes éducatrices, par le fait même qu'elles s'appellent ainsi et qu'elles assument un modèle spécifique d'agissement, devraient apporter quelque chose de différent à la différence classique entre participation et inclusion. Supposons que nous soyons non seulement motivés, mais que tous les maires de toutes les villes éducatrices représentées dans l'association le pensent. Alors, quels sont les engagements prioritaires dont vous pensez que ces villes pourraient ou devraient assumer? Il peut y en avoir 5 ou 10 minutes pour répondre à cette question. Je vais commencer par dire ceci. Si nous étions tous maires de ville, ce serait une chose, mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut écouter tout ce qu'on a dit pendant ce congrès, lire le manifeste, etc. Et puis, je serais reconnaissante envers l'engagement politique de tous les maires. J'en serais très reconnaissante. Engagement politique, renouvelant la noblesse de la politique et de son engagement. Et ceci ramène en quelque sorte à la première chose que l'on peut demander, à savoir que ceux qui nous gouvernent au niveau municipal le fassent
en donnant l'exemple et en créant la confiance. Parce qu'il y a beaucoup de manque de confiance, d'abandon précisément par rapport à cet engagement politique et de ce que l'on peut espérer, attendre de nos politiques. On a beaucoup parlé de choses positives, de vertus. Il faut que les maires se fassent un examen de conscience et qu'ils pensent à créer davantage de confiance sur cette base. Et puis, je demanderais qu'ils assument cette utopie ou ces utopies dont on a parlé ici, qui est un peu comme un idéal, mais qui se construit jour après jour. L'utopie n'a aucun sens si elle reste quelque chose à l'horizon vers lequel on regarde. Il faut le faire jour après jour, en travaillant de concert. Alors, à propos de l'utopie, je dirais qu'il faut commencer par transformer les choses dans la vie quotidienne. Pour les petites choses auprès des gens dont on est entouré, les petits projets, la reconnaissance des réseaux vivants qui existent déjà, de solidarité fraternelle. Mais je demanderais aussi qu'ils nous aident à cultiver chez les jeunes, les plus jeunes, dans les écoles, ce désir d'une éducation qui récupère l'esprit civique, celui d'une société réellement démocratique, une démocratie récupérée, ces écoles dans les petites villes où il y a une vraie démocratie. Et tout cela, on ne peut pas le faire sans cultiver ce dont on a parlé. L'art, Jacqueline nous a montré des œuvres d'art, la poésie, la musique, tout ce qui est bien présent au sein de ce congrès. Donc, des villes fraternelles, des villes avec un cœur, comme on l'a dit. Et bien sûr, il y aurait une très longue liste. Je ne veux pas fixer de priorité, mais en tout cas, pour revenir à la dernière des 5 que j'ai mentionnées, la sauvegarde constante des plus fragiles, des plus faibles. Cette réalité humaine où se combine la bienfaisance, l'esprit d'altruisme, les politiques d'habitage, d'éducation des jeunes, de transformation urbaine, etc. Tout ce qui représente cette centrifugation dont on a parlé. Juan Manuel, vous n'avez pas été maire, mais vous avez été ministre. Que diriez-vous en tant qu'ex-politique à un autre politique? Je suis entièrement d'accord avec les mots de Anne. Je suis la plus grande admiration pour le rôle de maire. C'est peut-être le seul que je n'ai pas occupé. Mais c'est un rôle d'une énorme responsabilité. Je prête hommage à tous les maires. Et si on me disait tous les maires vont écouter, donne-leur 5 idées dans le cadre de ce congrès. Alors je vais en donner 5 parce que je suis discipliné. Mais l'ordre n'est pas un ordre de priorité. Attention, hein, elles ont toutes la même valeur. La première, très importante, c'est une action de politique publique forte et directe pour réduire les inégalités. L'inégalité rampante dans laquelle vit notre société est une voie pour la création de milliers d'exclus. Et nous défendons l'inclusion, donc l'inverse. Tout ce qui peut être fait au niveau économique, de promotion de la richesse, de redistribution, politique de logement, et tout ceci, pour réduire les inégalités, est fondamental. Hein, et je vais me permettre un petit moment lyrique pour dire que je pense que l'égalité est l'âme de la justice. Si nous avons dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de démocratie sans justice, nous pourrions dire qu'il n'y a pas de démocratie sans égalité. Ça se retrouve même dans le symbole de la justice qui est la balance. La balance doit être horizontale pour que la justice soit juste et efficace. Et donc, il faut travailler pour la justice et pour la démocratie.
En deuxième lieu, quelque chose qui est relié à l'idée précédente, mais qui est un peu différente dans notre contexte, qui est de créer des politiques d'urbanisme qui ne créent pas de ségrégation. Maintenant, il y a les ensembles d'habitations privées avec des hauts murs, des systèmes de surveillance. Et puis ensuite, il y a les ghettos de pauvres. Tant qu'il y a des ghettos, il n'y a pas de ville. Il y a une juste acquisition d'espaces qui sont bien entendu inégaux et qui n'ont aucun contact les uns avec les autres. Et donc, nous avons besoin d'un urbanisme qui ne crée pas de ségrégation, ni de riches, ni de pauvres. Ensuite, il faut une information de très grande qualité. Pas de quantité, parce que ça, on en a plus qu'assez. Mais il faut des politiques d'information de qualité, permanente, de qualité, bonne, non tachée de propagande, de façon à donner envie aux gens de participer. Et quatrièmement, il me semble que c'est intéressant de le dire quand on pense à l'expression ville éducatrice. C'est important qu'il y ait une grande porosité des espaces d'éducation et de culture dans la ville. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une capacité de dépasser la ville qui n'est pas formellement éducatrice, de façon à absorber les valeurs de l'espace scolaire et inversement que les valeurs de la ville pénètrent dans l'école. Et donc que l'école ne se réfère pas à elle-même, mais qu'elle soit incorporée. Et que la dynamique citoyenne sente qu'elle intègre les valeurs du système éducatif. Et en cinquième lieu, je pense que il faudrait que les maires, qui soi-disant nous écoutent, aient bien présente que la justice n'est pas seulement une gestion quantitative de biens, mais c'est aussi une question d'amour, de respect, d'évaluation à sa juste valeur de chaque individu. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour cela? En pratique, c'est la politique du soin pour l'autre. Jacqueline. Bon, qu'est-ce que je pourrais ajouter après ces deux-là? On ne peut pas dire grand-chose. Ah, c'est pas une provocation, hein, c'est une très bonne provocation. Lorsqu'on conclut un congrès de cette dimension, moi, pour conclure de façon disciplinée également, cette photo se trouve dans un livre d'Ivan Metzaros, Éducation au-delà du capital. C'est une photo d'espoir. Donc, c'est ces 5 points pour les maires. Un maire de Rosario qui est présente et qui est une ville magnifique. Je rappelle l'espoir. Paulo Freire est une référence pour nous tous. J'ai fait une conférence à San Felipe de Llobregat, qui est une petite ville, et les gens disaient, bon, du temps de Franco, on ne pouvait pas lire Paulo Freire, on le lisait en cachette. Pourquoi on n'étudie plus Paulo Freire de nos jours? Et il faut vraiment rappeler la force de cette œuvre, et d'autres aussi. Et lui, il dit, il n'y a pas de dialogue s'il n'y a pas de foi en l'homme. Foi en leur pouvoir de faire et de refaire, de créer et de recréer. Foi en sa vocation d'être plus, qui n'est pas le privilège de quelques-uns, mais le droit de tous. C'est là que vient l'idée de la démocratie. Convaincu que ce pouvoir de faire et de transformer, même nié dans des situations concrètes, renaîtra, va renaître. Nous le savons par les totalitarismes que nous avons vécus.
peut se reconstituer, non de façon gratuite, mais dans une lutte pour sa libération. En fait, ils sont là, les 5 points. Nos maires doivent nous aider à récupérer la capacité de rêver. Et je ne parle pas... ce ne sont pas des paroles en l'air, je parle sérieusement. Pour faire un monde comme il faut faire un monde différent. Moi, je rappelle la ville de Porto Alegre et son expérience de budget participatif, mais il y a aussi le grand forum mondial de l'éducation, le forum social mondial, et le thème de ces forums était un autre monde possible, où tous ont leur place. Quand j'étudie l'histoire et la façon de vivre au Moyen-Âge, nous avons réussi à modifier tout ceci. Nous avons réussi à créer des mondes différents et donc nous sommes capables de transformer des situations de pauvreté, de misère, d'exclusion et de silence imposé aux autres qui a un très grand rôle dans l'organisation de notre société. Et pour ceci, il faut écouter les jeunes, il faut écouter les enfants. Et il y a une expérience de budget participatif, par exemple à San Bernardo, encore plus forte que celle de Porto Alegre. Et on se rend compte que les jeunes ont beaucoup à dire. Ils ont une capacité de repenser le monde qui est beaucoup plus grande que celle que nous avons, nous. Ils ont moins de dureté, de sécheresse dans leur cœur. Et puis ensuite, il y a l'école. L'école ne peut pas continuer d'être un lieu instrumentalisé où l'on prépare les enfants à des épreuves internationales et des classements internationaux dont on ne sait même pas à quoi ils servent. L'école doit produire des compétences spécifiques, c'est certain, mais l'école est beaucoup plus que cela. C'est l'un des grands biens produits par la démocratie. Elle doit être pensée par tous dans la société. Parce que si l'on pense l'école, on pense à comment nous recevons les enfants et les jeunes dans la société. Donc penser l'école, c'est penser un espace d'expérience, de formation profonde, même du point de vue démocratique. Un enfant qui passe 6, 12, 15, 14 ans de scolarité obligatoire maintenant, s'il passe tout ce temps sans dire un mot, il aura beaucoup de mal à être un citoyen qui se place en société. À l'inverse d'un enfant qui aurait participé à des processus d'échange. Et quatrièmement, c'est les politiques. Des politiques de plus en plus intersectorielles. Je pense que nous vivons un changement de paradigme dans la gestion publique même, parce que les différents secteurs, ministères, on ne parvient plus à penser à un secteur sans un autre. Par exemple, logement, santé, éducation, culture, revenus, développement économique, politique d'information. Toutes ces politiques doivent être vues à partir du territoire. Au Brésil, il y a un grand géographe appelé Milton Santos qui nous a aidés à comprendre ce concept. Dans le programme Plus Éducation, que j'ai eu l'honneur de conduire pendant que j'étais au ministère, il faut voir comment articuler le territoire, comment penser au territoire, comment l'éducation se relie au territoire. Les maires doivent penser les politiques à partir des territoires et des sujets qui habitent, des gens qui habitent le territoire, ce qui implique un dialogue et une participation sociale. Et enfin, très important également, la dignité humaine qui a déjà été citée. Cette idée que nous sommes capables de nous refaire comme humanité à partir des moments tragiques que nous avons traversés. C'est vrai que nous pouvons le faire et nous sommes capables de créer un monde où le droit à la beauté
soit un droit de tous. Voilà, merci. Explicava Anna Jolong que una de Anna Jolong expliquait donc que l'une des premières revendications serait le thème de l'exemple. Nous avons précisément fait défaut à ce principe. Nous avons dépassé notre temps de 6 minutes. D'ailleurs, je ne ferai donc pas de synthèse de nos débats et je crois que nous serons d'accord que Christina, où qu'elle soit, aurait été très heureuse d'assister à ce dialogue qu'elle aura écouté attentivement. Je vous remercie tous.